Si tu t'interroges sur la transition ou que tout simplement tu cherches des conseils, cette interview est faite pour toi. Alors reste avec nous parce que c'est maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet tout aussi important que personnel, la transition de genre. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Gaëlle qui va nous parler de ses défis, de ses réussites, mais aussi de l'importance de se faire accompagner par un thérapeute tout au long du processus. Bonjour Anne-Gaëlle, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ce sujet. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter. Je m'appelle Anne-Gaëlle Duvauchel, je suis une femme transgenre de presque 78 ans à l'heure actuelle et j'ai donc eu un parcours de vie assez long et assez contrasté, on va dire, puisque je suis né garçon, fils d'ingénieur polytechnicien et suivi de 4 autres frères et sœurs, petite famille cadre sup classique et qui a pas mal bourlingué parce que je suis même né au Maroc et puis on a voyagé. Et puis j'ai été dans ma jeunesse un garçon à peu près ordinaire, un peu timide, très émotif, mais bon, c'est pas si rare que ça. Et, euh, et à l'âge de 15 ans, à un moment de la puberté, j'ai eu j'ai été à la fois énormément amoureux des filles qui avaient attiré par toutes les jeunes filles qui avaient autour de moi. C'était l'époque du début de la mini-jupe et tout ça, donc j'étais absolument attiré et fasciné. Et j'étais fasciné à tel point que j'étais extrêmement intimidé. Voilà, je passais des, des heures et des nuits à me dire demain je lui parlerai. Et puis voilà, j'étais très timide en face de ces filles et je ressentais que ces filles avaient un pouvoir absolument extraordinaire sur moi Mhm. et sur les garçons en général. Et donc, j'ai eu un mouvement de fascination à tel point que j'aurais voulu pratiquement rentrer dans leur corps et acquérir leur magnificence, leur pouvoir incroyable de séduction et d'attirance. Et je crois que j'aurais vraiment rêvé d'être elle, notamment à cause de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai intitulé mon spectacle Dans la peau de la panthère, parce que c'est comme le sorcier de la tribu primitive qui se revêt de la peau de la panthère pour danser autour du feu et acquérir les vertus de la panthère. Donc j'ai appelé ça Dans la peau de la panthère, mais comme personne ne sait à quoi ça se réfère, j'ai transformé pour être beaucoup plus clair en et il devint elle, mais on pourra en reparler. Donc j'ai eu ce phénomène, mais je ne me sentais pas, je ne pouvais pas dire que je suis une femme. C'était j'ai envie d'être une femme, j'ai envie d'être comme une femme. Et ce qui fait que de nos jours, ce n'est pas ce discours-là qu'on entend le plus. Alors, je ne sais pas si j'étais dans un cas académique, admissible. Toujours est-il que je me suis bien sûr très vite rendu compte que c'était pas possible, pour des raisons à la fois physiques. Je me suis mise à grandir très vite, 1,90 m, et là, je me suis dit, c'est foutu, pour être crédible, comme on dirait de nos jours. Ensuite, la société du siècle dernier, dans les années 70, 80, jusqu'en 2000, était absolument pas du tout prête à accepter ce genre de personnes, si ce n'est dans les cabarets. Et je me voyais mal, je pensais pas avoir le talent pour faire du cabaret. Et donc, je n'avais quelque part d'autre choix que de tenir. Et puis, c'est l'époque où on ne s'occupe pas trop du suivi psychologique des enfants et quoi que ce soit. Et j'étais complètement seul face à cette question-là et à ce désir fou. Mais ayant analysé que c'était un désir fou, j'ai tout fait pour le contenir, raisonnablement, puisque j'avais un principe de réalité. Je crois que le principe de réalité l'a emporté à cette époque. Et donc, j'ai poursuivi avec ce secret dans ma tête pendant des années, à tel point que j'ai eu quelques petites copines, et puis j'ai épousé la dernière en date vers la trentaine, qui était tout à fait belle et très intelligente. On s'est mariés, et je me suis dit à ce moment-là, bon,
cette chose que j'ai dans la tête qui me tourmente, qui fait que de temps en temps je m'échappe et j'aime me travestir et puis j'essaie de sortir plus ou moins dans des lieux où je peux me travestir, enfin c'est dur. Alors ça, une émotion, un plaisir formidable, mais ça c'est interdit, c'est pas possible, c'est dangereux, c'est sale, c'est glauque, c'est pervers, enfin bon. Donc voilà, et je me suis dit cette perversion, elle va s'estomper avec des enfants, si j'en ai, tout ça, ça va s'atténuer. Et donc je me suis marié, j'ai entamé une carrière là, dans la gestion de la télévision et tout. Enfin, j'étais pas du tout malheureux. Et puis, ben, le truc était toujours là, quoi. J'avais beau avoir deux enfants, bientôt j'avais des bouffées extraordinaires d'un désir complètement dingue de me transformer en femme, d'être considérée comme une femme. Donc j'ai quand même tenu et j'ai décidé de tenir par respect de mes enfants, de ma femme, par responsabilité, j'ai décidé de tenir 20 ans jusqu'à ce qu'ils soient élevés. Donc eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai serré les dents et j'ai tenu 20 ans sans aucun passage à l'acte, plus d'affaires de femmes cachées dans la cave ni rien du tout, straight. Les gosses, métro, boulot, dodo, par mot, il n'y avait plus que ça qui comptait, parce que je l'avais voulu. Et j'en avais fait quelque part le serment devant le destin, le ciel, Dieu, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas j'avais un serment auquel me tenir. Et c'est ce que j'ai fait. Alors que j'ai pas eu une vie du tout malheureuse. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui vivrait dans un beau château, avec ce qu'il veut à manger, un beau parc, etc., mais qui simplement pourrait pas sortir du parc. Donc il aurait à la fois fortement une bonne vie, mais il serait enfermé dans un domaine dont il ne pourrait pas sortir, alors qu'il ne rêve que d'aller explorer la jungle qui est de l'autre côté du mur du château. Et ça, il ne peut pas. Donc voilà. Ce processus, tu en as même, donc, comme tu l'as dit, fait un spectacle qui s'appelle Et il devint elle, dont la prochaine représentation sera le 30 mars Mmh, prochain au théâtre de Poche à 19 heures à oui. Toulouse. Donc, sans en dévoiler le contenu, peux-tu nous expliquer les obstacles émotionnels que tu as rencontrés? Ah ben, les obstacles émotionnels, oui, je les laisse déjà un petit peu supposer. C'est-à-dire que c'était surtout le sentiment de culpabilité que j'aurais eu si j'avais été surpris en train de me travestir dans la rue, si j'avais été même peut-être, enfin voilà, que ça se soit dévoilé plus ou moins en public. Je pense que mes enfants m'ont fait une honte absolument incroyable. Qu'ensuite, évidemment, quant à leur dire, ben voilà, désormais je veux vivre en femme, il n'en était absolument pas question. Enfin, je n'imaginais pas que ce soit possible une seconde. Et j'avais suffisamment, enfin, tout moi, je pensais que les jeunes, quand ils sont petits, puis à l'adolescence surtout, ils ont déjà des problèmes d'ado, de définir leur identité, leur personnalité. Et si dans ce passage je les perturbais avec le fait que je me lance dans une transition d'homme à femme absolument, à mon avis, grotesque et ridicule avec mon mètre 91, etc., j'allais complètement les foutre en l'air, quoi. Et ça, non, pas question. Donc, voilà, le passage, c'était la question, voilà, d'émotion, c'était voilà, cette notion de responsabilité vis-à-vis de mes enfants. L'autre émotion pouvait être éventuellement une émotion de peur, de crainte, quand ça a été beaucoup plus tard, quand j'ai pu me lancer, c'est de dire mais je vais jamais y arriver, enfin je vais jamais arriver à me revêtir de la peau de la femme, on va jamais me croire, on me traitera de travelot à longueur de temps, et puis si je me fais même opérer, je vais souffrir 1000 morts, enfin je vais au-devant d'ennuis absolument phénoménaux. Mais comme je le disais à mes amis qui étaient un peu dans le même chose, je disais on va dans le mur, mais on y va. Donc, on est bien d'accord que chaque processus est un cas particulier. Ah oui. Ceci dit, les personnes transgenres sont souvent poussées donc à redéfinir leur identité et leur place dans la société. Donc, selon toi, pourrait-on parler plus globalement d'éclosion identitaire? Oui, je crois qu'on peut choisir le mot éclosion à défaut d'autres parce que pour les personnes trans, dans leur grande majorité, il y a déjà installé en elles, depuis la plus tendre enfance, le genre qu'elles se ressentent quand elles en parlent.
C'est-à-dire que le garçon qui se sent femme, la femme qui se sent homme, en général dit: «Mais je l'ai toujours été. À l'intérieur de moi, même quand j'avais 2 ans, que j'avais 3 ans, j'étais pas une fille, j'étais un garçon», ou le contraire. Et ce qui fait que, actuellement, on a tendance à dire que les personnes ont leur genre en elles depuis toujours, et qu'à un moment donné, quand elles le révèlent justement, cette révélation de leur agent, c'est une affirmation de genre et non pas un changement de genre. Vous voyez, ça dépend de la définition. Elles changent de genre ressenti par les autres, mais elles ne changent pas du genre qu'elles estiment profondément en elles. Donc, on peut parler d'une sorte d'éclosion, vous voyez, comme quelque chose qui est un peu caché. D'abord, ça peut être aussi la métaphore souvent utilisée chez les trans de la chrysalide et du papillon. Et voilà, il y a un moment donné, on voit une chrysalide, mais le papillon est quelque part en elle. Et un jour, pouf, elle déploie ses ailes. Merci beaucoup. Selon toi, quel serait le bon moment pour se faire accompagner par un thérapeute dans tout ce processus-là? Oui. Ben, à mon avis, le plus tôt, le plus tôt est le mieux, puisque pour quiconque, même à l'heure actuelle, on commence à connaître pas mal de choses. Enfin, à l'heure actuelle, il y a énormément d'informations, mais il y a aussi énormément qui sont fausses, qui disent à peu près n'importe quoi, des informations même dangereuses, en termes de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de ce qu'on peut revendiquer. Il y a tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. Donc, alors qu'à mon époque, ben, ça n'existait pas, donc il n'y avait rien. Et donc, c'est important de pouvoir avoir le plus vite possible un œil extérieur, comme on dit dans le théâtre, ou un regard extérieur qui puisse aider à s'auto-analyser. Et d'ailleurs, dans les associations que je fréquente, que je cherche à animer, on cherche à aider évidemment les personnes trans qui veulent faire une transition, mais on veille à ce qu'elles prennent une décision qu'on appelle éclairée. Mm. Voilà, et ça c'est très important. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, ben, simplement tu ressens ceci, vas-y, fonce, tu as toutes les possibilités, tous les droits. Il faut, avant de dire ça, il faut s'assurer que la personne est bien consciente de ce qu'elle veut, de ce qu'elle est, de ce qui va se passer où elle va, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème personnel d'angoisse, de mal vivre, etc., qui peut être tout à fait légitime, qui est dû d'ailleurs éventuellement à des choses très dures dans leur prime enfance. Bon, bref, à un moment donné, une personne, elle a un profond malaise. Et tout d'un coup, elle entend parler de ces histoires de transition homme-femme. Et certains événements peuvent l'amener à dire, ben, c'est ça la solution. Moi qui suis une fille, là, qui suis craintive, qui me sens un peu une proie au milieu des garçons, eh ben la solution c'est ça, je suis un garçon et je vais être un garçon. Donc ça peut être évidemment une décision qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'il faut savoir ce que ça implique après, pour une fille, de se transformer en garçon. Parce que ça va dire, par exemple, prendre des hormones, de la testostérone, et il va y avoir un changement physique très important. La fille va faire une mue de garçon. Donc sa voix va devenir une voix de garçon, ses poils vont pousser, ses muscles vont grandir, enfin bref. Et elle va d'ailleurs, c'est la chance pour les ex-filles, de devenir très rapidement un garçon très crédible. Mais elle va découvrir après que, au niveau des opérations, si elle veut un sexe de garçon, actuellement c'est pas possible. Hein. Mm. Il y a même les meilleures opérations donnent l'impression de quelque chose qui peut ressembler à un pénis, qui fonctionne qu'à un cas, mais qui n'est pas du tout crédible pour la personne qui va rentrer en relation intime avec elle. Mm. Et du coup, il y en a beaucoup, d'ailleurs la plupart renoncent, c'est très très cher et très risqué. Donc, d'aller vers une anatomie, par exemple, qui ne va jamais être crédible en tant que garçon, c'est un destin particulier, il faut s'en rendre compte de ça. Beaucoup l'assument, puisque beaucoup de garçons trans, il y en a énormément, énormément, et quand apparemment, d'après tout ce qu'ils disent, ils le vivent bien. Enfin, il faut que déjà se rendre compte de ça. Donc, après, on peut se dire, je serai un garçon trans, mais je touche pas à mes organes, et même je serai un garçon, et ça m'empêchera pas de tomber enceinte. Et je serai un garçon enceint. Je suis prêt à assumer tout ça. Vous voyez, ces choses-là, c'est quand même énorme. Il faut quand même y penser par avance,
avec une certaine conscience pour dire oui, bon, il se passera ça, donc peut-être je pourrais faire ça, oui, il se passerait pas cela. Donc voilà, il faut imaginer toutes ces choses-là. Il faut imaginer dans l'autre sens, par exemple, ce qu'un garçon qui veut devenir, qui se sent femme et qui voudrait faire une transition là à toute vitesse, mais s'il le fait trop vite alors que finalement, c'est pas sûr si ça se trouve en plus, il n'a pas d'atouts physiques qui vont être très gérables. Il est très, très grand, très barbu, il a des traits très masculins, il a une voix très masculine. Et avant qu'on puisse vraiment le prendre pour une femme, il va y avoir du boulot. Et peut-être qu'il n'y arrivera jamais. Et peut-être que. Donc il faut pas. Faut dire oui, oui, j'assume le risque, mais faut le savoir par avance. Que c'est pas gagné, que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on pourra l'appeler madame sans souci. C'est pas du tout gagné, etc. Donc il y a tout ça à mesurer, savoir ce qu'on veut. Ben non, moi j'ai décidé, ça me gêne pas. J'aurai une attitude surtout féminine, mais on me prendra pour un homme. Eh ben, j'assumerai. Ok, ok, tu es prévenu, etc. Enfin voilà, je pourrais développer plein de choses, mais il faut des décisions éclairées. Après, il y a évidemment les questions vis-à-vis du boulot, vis-à-vis du lien social. Enfin voilà, tout ça se mesure. Il faut absolument être sûr. Il y a une phrase que j'aime Ouais. beaucoup de toi, c'est: «Je suis plaquée femme comme un bijou plaqué or». Oui. Je trouve que ça reflète bien ce que tu expliques dans ton spectacle. Aujourd'hui, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui nous regardent et qui peut-être s'interrogent sur leur situation? Ça dépend tellement des parcours de vie, ça dépend de chaque personne. C'est ce que je dis après mon spectacle, il y a autant de parcours trans qu'il y a pratiquement de personnes. Donc, je pense que bon, il y a quand même des conseils fondamentaux. Celui que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une décision éclairée, c'est d'avoir pu mesurer, d'avoir projeté tout ce qui va se passer par la suite avec toutes les implications et d'être prêt à toutes les hypothèses qui peuvent se présenter par la suite déjà et ne pas croire que la transition va accomplir un miracle. Comme je le disais à mes amis qui faisaient cette transition avec moi, si tu as peur des araignées avant, tu auras encore peur des araignées après. Hein. Et donc, il y a plein de choses qu'on va retrouver de l'autre côté de la barrière. Et là, il y a des gens qui risquent très, très déçus de s'apercevoir que bien qu'ayant changé, ben, ils ont toujours le mal-être qui vient d'autre chose que ça. Donc, première chose, vraiment, effectivement, conseil, prudence et essayer de se connaître le mieux possible en consultant effectivement des thérapeutes, entre guillemets, en tout cas des gens de bon conseil. Il y a des gens comme toi, il y a certains plannings familiaux qui sont armés pour ça, enfin il y a des associations. Il faut se méfier parce que certaines associations diront que justement pousseront trop à dire va vite, va à fond, fonce, etc. Ce qui n'est pas voilà, forcément. C'est comme si on disait à quelqu'un fonce alors qu'on sait que c'est une route avec du verglas. Tu vois, normalement, on peut dire Mmh. j'essaie d'aller vite, mais fais gaffe, bon, etc. Donc, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, oui, c'est d'être, je dirais, patient et mesuré, parce que d'avoir conscience aussi que au fur et à mesure qu'on avance, on change aussi. Et ces changements, il faut les amalgamer. C'est un parcours initiatique, quelque part. C'est-à-dire que moi, je suis à 20 ans de ma transition, à 25 ans, mais je change encore aujourd'hui. J'en apprends tous les jours et je change, il y a des petits décalages, des changements de point de vue. Euh, voilà, aujourd'hui, j'en arrive à me dire, bah, on m'appelle comme on veut, je m'en fiche, j'assume. Alors qu'il y a 20 ans, oh là là, c'était absolument abominable si je me faisais repérer et si on disait, ça y est, t'es un mec, toi, etc. Donc, il y a plein de choses qui évoluent. Voilà, et j'accepte plus de nos jours la notion même de non-binaire, bon. Donc, voilà, on change tout le temps. Donc, le fait que ce parcours nécessite un peu de temps, je veux dire, si ce parcours dure 3 à 4 ans, ben, c'est pas plus mal. Parce que c'est comme un fruit qui mûrit. On va pas le faire mûrir sous serre avec un éclairage artificiel, qui sera pas bon. On va le faire mûrir naturellement au soleil. Et ça nécessite quand même des mois et des mois. Merci du fond du cœur, Anne-Gaëlle, pour cet échange très enrichissant.
Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Si vous voulez en savoir plus sur vous, prenez rendez-vous directement sur le site humaneis.fr. De toutes les façons, je vous donne rendez-vous au Théâtre de Poche à Toulouse le 30 mars à 19 heures pour connaître l'histoire complète d'Anne Gaëlle lors de son spectacle Et il devint elle. Et c'est un spectacle où on rit souvent, curieusement à ce qu'on pourrait croire. Anne Gaëlle fait également de nombreuses interventions dans le monde du travail pour accompagner les employeurs face à une déclaration de transidentité. Vous pourrez la contacter sur son mail et également sur son profil LinkedIn. Je vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.